Alors, les dispositifs médicaux, vous avez la fiche 9 qui traite des dispositifs médicaux, et là vous avez bien sûr les dispositifs médicaux qui doivent être, on ne désinfecte, ne stérilise que ce qui est propre, donc il y a une procédure, il y a un nettoyage pour éliminer tout ce qui est substance biologique, il y a une désinfection et il y a une stérilisation. C'est un protocole qu'il faut absolument suivre comme il faut. Alors, là aussi, c'est un point important et on a jugé important d'en parler. Ce sont le matériel des aérosols et des oxygénothérapies. Vous savez qu'au niveau des urgences, pour tous les bébés là qui viennent pour des bronchiolites, souvent ce matériel n'est pas désinfecté et on peut l'utiliser d'un bébé à un autre et vous avez des enfants qui peuvent attraper du pseudomonas, les bactéries qui se trouvent dans les urgences. Donc là, il faut en prendre soin, il faut surtout pas négliger ce dispositif médical. La stérilisation, vous savez que la stérilisation à la vapeur d'eau est considérée comme la technique gold standard et il faut absolument que tout matériel, tout dispositif thermorésistant, c'est-à-dire un dispositif médical qui supporte une certaine température, doit passer par l'autoclavage. C'est la meilleure méthode de stérilisation pour détruire les bactéries, les virus, les spores, etc. Donc, cette technique-là, elle est bien sûr à généraliser, et d'ailleurs il y a eu une instruction, je ne sais plus quelle année, par rapport au cabinet dentaire, où on a obligé les dentistes à jeter leur popinel et à utiliser, maintenant c'est pratiquement proscrit, interdit l'utilisation de popinel dans les cabinets dentaires. La stérilisation à l'oxyde d'éthylène, certains hôpitaux possèdent cette méthode de stérilisation, ce type de stérilisation, mais c'est une stérilisation qui est un petit peu contraignante parce que il faut, contrairement à la stérilisation à la vapeur, où vous pouvez utiliser votre matériel immédiatement, pratiquement, avec l'oxyde d'éthylène, vous êtes obligé d'attendre que le produit soit résorbé, donc il vous faut 48-72 heures, et c'est un petit peu compliqué. En plus, c'est du gaz, c'est un petit peu toxique et ça risque d'explosion. L'air dans les établissements, ça aussi c'est négligé. Et l'air aussi, on a dit qu'il était facteur, qu'il pouvait être à l'origine d'infections. Et le respect strict des mesures préventives à prendre lors des travaux de transformation, d'entretien. Et là, vous avez dans le guide, surtout dans les services, par exemple d'oncologie, d'hématologie, lorsqu'il y a des travaux, il faut absolument protéger les patients et protéger les locaux qui sont là où il y a des travaux. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a des travaux, vous savez, on remue la terre, on remue le sol, et il y a tout ce qui est spores d'aspergillus qui vont se retrouver en suspension dans l'air et qui peuvent contaminer vos patients immunodéprimés, les patients d'oncologie ou d'hématologie. Ensuite, nous avons l'eau. L'eau aussi, vous savez très bien, l'eau est utilisée très largement dans nos hôpitaux. Et cette eau peut avoir différentes fonctions. Elle peut être une eau de boisson, une eau technique, une eau stérile. Donc, son contrôle est obligatoire. L'alimentation. L'alimentation, là aussi, il y a un processus à respecter. Il y a ce qu'on appelle la marche en avant au niveau des cuisines. Ça veut dire qu'il faut partir du plus sale, c'est-à-dire tout ce qui est légumes, etc. Il faut qu'il y ait une séparation entre tout ce qui est sale, propre, et les plats cuisinés. Il faut absolument pas qu'il y ait de croisement, parce que lorsqu'il y a un croisement, c'est-à-dire vous avez une personne qui est en train de nettoyer les légumes et qui va aller vers les cuisines, là où il y a les plats, qui touche quelque chose, et c'est comme ça qu'il y a un risque de contamination. Donc la marche en avant doit être respectée, et même si on n'a pas beaucoup de place, même si on n'a pas des locaux pour séparer le côté sale, propre, et le côté où on cuisine, on peut dédier des paillasses bien distinctes pour le sale, le propre et tout ce qui est plat cuisiné.
Alors, les biberonneries, c'est alimentation aussi, et donc ça obéit aux mêmes règles d'hygiène, et là également, la marche en avant. Le linge dans l'hôpital, là aussi, c'est un gros chantier. Le linge à l'hôpital, alors qu'est-ce qu'on a comme linge à l'hôpital? Eh bien, ce sont les articles d'habillement, tout ce qui est blouse, tout ce qui est champ, tout ce qui est drap, etc. Tout cela, ça doit être entretenu, lavé. Et là également, on a cette démarche de marche en avant, c'est-à-dire que le linge sale doit être déposé, ensuite il doit passer, il est trié, il doit passer dans la machine à laver, il est récupéré de l'autre côté, c'est la zone propre, et ensuite repasser au recousu, etc. Donc là aussi, il faut absolument séparer le linge qui est sale du linge qui est propre. Et il est absolument interdit pour un agent qui travaille au niveau de la lingerie de passer de la zone sale vers la zone propre. Donc, il faut que ça soit bien séparé. Alors, la tenue du personnel, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai dit que le soignant, il doit être un exemple par sa tenue, par son hygiène, par son comportement. Nous devons être le modèle pour déjà les jeunes qui arrivent, les jeunes soignants qui arrivent, mais également ça donne une certaine rassurance aux patients. Le patient, quand il voit son médecin, son infirmier propre, bien tenu, avec une blouse absolument blanche, immaculée, il se sent vraiment en sécurité par rapport à déjà l'hygiène. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça existe beaucoup chez nous. Bon, c'est un gros problème. C'est les gens qui sortent avec leur tenue de travail, et ça n'est plus possible. Alors, l'hygiène au laboratoire, bien, au laboratoire, c'est comme dans tous les services, il y a des règles à respecter, et absolument. L'hygiène au bloc opératoire. Alors, le bloc opératoire, c'est la zone 4, donc c'est vraiment à haut risque. Elle doit être en permanence. Donc le bloc doit être en permanence nettoyé, désinfecté, pour permettre de travailler dans les meilleures conditions d'asepsie rigoureuse à tout moment. Ça veut dire que le bloc opératoire doit être nettoyé, désinfecté après chaque intervention chirurgicale. L'hygiène en néonate, la néonatologie aussi, c'est un service qui est classé zone 4, et donc là aussi, il faut bien entendu protéger ces nouveau-nés, ces bébés de petits poids de naissance par le strict respect des protocoles, et bien sûr, là aussi, il faut réglementer les visites. C'est vrai que les mamans, les papas veulent voir leur bébé, mais il faut qu'ils comprennent que s'ils ne prennent pas les mesures nécessaires, ils peuvent être un danger pour ce bébé. Alors, en hémodialyse, c'est pareil, c'est un service quand même où les patients sont immunodéprimés, et là aussi, il faut le respect de l'hygiène est fondamental. La réanimation, je vous ai dit tout à l'heure que nos services de réanimation, il y avait beaucoup de bactéries résistantes aux antibiotiques, et là aussi, il y a un renforcement de l'hygiène qui doit se faire pour éviter déjà la diffusion de ces BMR et pour éviter également d'infecter nos patients. L'unité dentaire, faut surtout pas l'oublier, c'est un élément fondamental. Et l'unité dentaire doit être prise en considération, c'est-à-dire le respect de l'hygiène, de la stérilisation du matériel, absolument de façon rigoureuse, parce que vous le savez très bien, je n'ai pas besoin de vous le dire, que beaucoup de virus sont transmis, entre autres le virus de l'hépatite B, par justement lors des soins dentaires. Les entretiens des dispositifs médicaux, là aussi on en a parlé, donc c'est le respect strict de la chaîne de stérilisation. Et enfin la morgue. Eh bien oui, la morgue, il faut en parler. Pourquoi? Parce que les agents qui vont laver ce corps doivent être informés de quoi a été, qu'est-ce qui est à l'origine du décès du patient, est-ce qu'il était infecté, est-ce qu'il n'était pas infecté, et ce personnel doit être également protégé. Et donc, il faut protéger les personnels, tenues adaptées, protéger aussi l'environnement du risque infectieux en post-mortem. Et vous vous souvenez, quand il y a eu la grande épidémie Ebola
dans les pays africains. Comment ça a démarré? Ça a démarré avec les premiers patients décédés, et c'était lors de la toilette en post-mortem que les soignants se sont infectés. Et bien entendu, on terminera donc ce guide avec la lutte antivectorielle. C'est inadmissible qu'il y ait des souris ou des rats ou des chats ou des cafards dans un hôpital où on donne des soins.